Le chant des voyageurs. Le système agroforestier apparaît lors du premier boom du bois en 1809 et 1840. Il consiste pour le colon à bûcher l'hiver pour une compagnie forestière et, en été, à cultiver son champ. Ce régime saisonnier se perpétuera ensuite dans plusieurs régions jusque dans les années 50 quand, finalement, les bûcherons sont remplacés par une machinerie industrielle faisant fi de la nature et des saisons. Au 19e siècle, les compagnies forestières ciblent les grandes forêts mixtes du Haut-Richelieu, de la Mauricie et de la Gatineau où foisonnent alors les espèces propices à la construction navale, chênes, frênes, ormes ainsi que les grands pins blancs. Elles se taillent alors des territoires de coupe grands comme des royaumes et tiennent en servage des milliers de colons qui dépendent d'elles pour le salaire hivernal et pour écouler leurs produits agricoles. À la tête de ces grandes forêts, des petites villes comme Sorel, Trois-Rivières et Hall, où les foremans installés dans les tavernes recrutent les bûcherons. Ces derniers sont ensuite guidés à pied jusqu'au chantier, au milieu des grandes pinèdes, où ils vont passer 4 mois, à 30 ou 40 par baraque. L'hiver est propice à l'entreprise puisque les grands arbres sont gelés et qu'on peut plus aisément les traîner sur la neige. Une fois abattu à grands coups de godendard, l'arbre est ébranché et équarri en madrier, puis tiré par les chevaux jusqu'au lac gelé où les troncs s'amoncellent en attendant la débâcle du printemps. Le fracas du lac qui coule en entraînant pêle-mêle la glace et les billots marque la fin de la saison de la coupe. Les draveurs ou raftmen prennent alors le relais. Leur tâche périlleuse consiste à conduire le train de bois jusqu'à un affluent au milieu des rapides et des rochers. À ce moment, on craint surtout le terrible embâcle. Un amoncellement de glace et de bois pouvant provoquer une crue qui peut atteindre plusieurs mètres en quelques minutes, emportant sur son passage cabanes, chevaux et hommes. Bravant la foudre et les tempêtes, avec leur aspect solennel, qu'ils sont beaux ces pins dont les têtes semblent les colonnes du ciel. L'épopée des cageux. Une fois parvenus au Saint-Laurent ou à la rivière des Outaouais, les billes de bois sont assemblées en d'immenses radeaux ou cages pouvant atteindre une centaine de mètres. Pour plusieurs jours, la cage devient un domicile et un véhicule pour les bûcherons qui rentrent chez eux. Le maître de cage voit à l'organisation de la vie à bord et à la répartition des tâches. Construire des abris de fortune pour les hommes et les provisions, ériger des mâts et hisser les voiles, entretenir des feux pour se réchauffer et signaler sa présence. À l'aide de rames et de perches, les cageux voient surtout à mener la cage au milieu des rapides et à la dégager des hauts-fonds. La vie à bord n'est guère différente de celle qui régnait au chantier, la joie d'enfin rentrer en prime. 10 fois aux cartes, le bûcheron gagne puis repère sa paye de l'hiver. On tient des paris stupides, comme tenir debout sur une bille dans les rapides. On assiste aussi à des actes de bravoure pour secourir un malheureux tombé dans un torrent. Quand les rapides sont trop impétueux, on démantèle la cage pour la reconstituer une fois le saut franchi. Mais parfois aussi, on décidait de tenter le diable tout le monde à bord. Il y a alors danger de mort d'homme. Lentement, cette singulière flottille descend le fleuve au gré de la crue printanière, déposant au passage les bûcherons au fur et à mesure où, anxieux, ils voient poindre l'église de leur paroisse avec en poche leur paye de l'hiver et à temps pour les semailles. Se succèdent alors les fêtes au village, célébrant autant la fin du carême que le retour du chantier. Toutes ces cages convergent enfin au port de Québec, où s'amoncellent des quantités fantastiques de bois. Entre 1803 et 1810, les exportations du port de Québec sont multipliées par 15. En 1840, Québec expédie 3 millions de pièces de bois. Il y a tant de bois que la flotte anglaise ne peut y suffire. On construit donc de nouveaux navires pour transporter le bois collecté, qu'on charge à leur tour avant de les expédier en Angleterre, où ils sont déchargés puis démontés. Au bas mot, 2000 grands navires furent construits à Québec au 19e siècle, dans une cinquantaine de chantiers navals où travaillaient jusqu'à 5000 ouvriers. Plutôt que de revenir vides, les navires reviennent ensuite chargés d'immigrants qui peuplent les villes et fournissent à leur tour une main-d'œuvre bon marché pour les chantiers forestiers.
dans la forêt et sur la cage, 30 voyages. Octave Crémazie. Avant lui, la poésie québécoise se cherche un peu. Les poètes, célèbres pour un jour le temps d'une chanson rimée, ne font que lui paver la voie. À compter de 1850, Octave Crémazie s'impose seul et donne naissance à notre poésie nationale. Jusque-là, on avait assisté à la montée progressive d'une poésie patriotique et héroïque. La veine religieuse n'était pas éteinte, non plus que la poésie des bergeries traditionnelles empruntées aux classiques. De courts poèmes célèbrent encore chaque année dans les journaux le retour des saisons et les fêtes religieuses. On chante surtout la nature canadienne, sa rigueur et sa sauvage beauté. Des auteurs parviennent à une certaine renommée par un seul poème, tel que Georges-Étienne Cartier et sa chanson « Au Canada, mon pays, mes amours ». D'autres ont une production plus considérable, mais se ressemblent tellement. L'influence des romantiques français que l'on vient de découvrir saute aux yeux, en particulier celle de Lamartine, dont l'imitation émerge peu à peu à travers des poèmes pseudo-classiques. Ensuite, c'est l'amour de la patrie, de son histoire et de ses héros qui est à l'honneur. Dans tout cela, cependant, rien qui ne soit propre à fonder une véritable poésie nationale. Le romantisme n'arrive toujours pas à balayer les vestiges encombrants acquis par les rimeurs durant leur séjour au collège classique. Surtout, il manque encore à notre littérature un véritable poète. Né à Québec le 16 avril 1827, Octave Crémazie s'associe après ses études à ses deux frères Jacques et Joseph, libraires sur la rue Saint-Jean, puis sur la rue de la Fabrique à partir de 1847. Tous trois sont épris de poésie et des plaisirs de l'esprit. Ils finiront d'ailleurs vieux garçons et n'auront pas de descendance. Présent partout dans notre toponymie, le nom des Crémazie est en revanche disparu de nos bottins téléphoniques. Libraire, fils de libraire et frère de libraire, Crémazie est un boulimique de lecture, d'une étonnante érudition et doué d'une mémoire prodigieuse, écrit son ami et biographe Raymond Casgrain. Les littératures allemandes, espagnoles, anglaises, italiennes lui étaient aussi familières que la littérature française. Il citait avec une égale facilité Sophocle et le Ramayana, Juvénal et les poètes arabes ou scandinaves. Il avait étudié jusqu'au sanskrit. La célèbre librairie J&O Crémazie devient vite un cénacle où se retrouvent toute l'élite littéraire de Québec. François-Xavier Garneau, Jean-Baptiste Ferland, Pamphile Lemay, Antoine Gérin-Lajoie, Louis Fréchette. Son métier amène aussi Crémazie à découvrir Paris et l'Europe, la vie littéraire et le courant romantique. Quand viendra la triste vieillesse, affaiblir nos bras et nos voix, nous compterons à la jeunesse nos aventures d'autrefois. C'est à compter de 1854 que Crémazie publie ses premiers poèmes de circonstance dans les journaux de Québec. Le Chant du voyageur, publié en 1862, fait partie de cette veine heureuse où la nature canadienne est vue par les yeux d'un personnage qui participe de sa jubilation. Il vogue alors sur la gloire que lui a procuré son chef-d'œuvre, Le drapeau de Carillon, paru en 1858, un grand poème en 250 vers qui fait instantanément de Crémazie notre poète national et inaugure notre panthéon littéraire. Le poème est immédiatement adapté en chanson pour célébrer le centenaire de la victoire de Montcalm à Carillon en juillet 1758. Il raconte le périple d'un vieux soldat ayant conservé l'étendard de Carillon et qui décide un jour de se rendre à Versailles afin de demander le secours de la France, mais qui n'y rencontre qu'indifférence. Le poème remet admirablement au goût du jour la nostalgie de la France à l'heure où le Canada français se débat avec les conséquences du rapport Durham. Il devient le cri de toute la Franco-Amérique luttant pour sa survie, l'équivalent québécois de ce qu'allait devenir le poème Évangéline paru en 1847 pour les Acadiens. Érudit et raffiné, Crémazie est toutefois piètre gestionnaire et éprouve plus de plaisir à acquérir et à lire des livres qu'à les vendre. Il doit donc déclarer faillite en 1865, à une triste époque où l'on emprisonne les gens pour dette.
Le poète, en défaut de paiement, doit donc s'exiler à Paris où il vit dans la misère, surtout durant le terrible siège de 1870 et l'épisode de la Commune de Paris, dont il laissera d'ailleurs un récit poignant. Toujours sous le coup d'une arrestation au Québec, le poète national qui avait tant célébré les beautés et les héros de son histoire meurt loin de son pays le 16 janvier 1879. Il s'éteint au Havre, sur la côte normande, face à l'Atlantique. Nous les bois et leur misère, qui pour nous n'ont plus de secret. À nous le fleuve aux ondes claires, où se reflète la forêt. À nous l'existence sauvage, pleine d'attrait et de douleur. À nous les sapins dont l'ombrage nous rafraîchit dans nos labeurs, bravant la foudre et les tempêtes, avec leur aspect solennel. Qu'ils sont beaux ces pins dont les têtes semblent les colonnes du ciel, lorsque privés de leur feuillage, ils tombent sous nos coups vainqueurs. On dirait que dans le nuage, l'esprit des bois verse des pleurs. Dans la forêt et sur la cage, nous sommes 30 voyageurs. Dans la forêt et sur la cage, 30 voyageurs. Quand la nuit de ses voiles sombres couvre nos cabanes de bois, nous regardons passer les ombres des Algonquins, des Iroquois. Ils viennent, ces rois d'un autre âge, compter leurs antiques grandeurs, à ces vieux chênes que l'orage n'a pu briser dans ses fureurs. Puis sur la cage qui s'avance avec les flots du Saint-Laurent, nous rappelons de notre enfance le souvenir doux et charmant, la blonde laissée au village, nos mères et nos jeunes sœurs qui nous attendent au rivage, tour à tour font battre nos cœurs. Dans la forêt et sur la cage, nous sommes 30 voyageurs. Dans la forêt et sur la cage, 30 voyageurs. Quand viendra la triste vieillesse affaiblir nos bras et nos voix, nous compterons à la jeunesse nos aventures d'autrefois. Quand enfin pour ce grand voyage où tous les hommes sont rameurs, la mort viendra nous crier nage, nous dirons bravant cette erreur. Dans la forêt et sur la cage, 30 voyageurs.